Alors passons au troisième cas clinique. Donc, vous recevez aux urgences un patient de 31 ans d'origine antillaise pour une paralysie faciale périphérique. Il a pour antécédents médicaux des coliques néphrétiques récidivantes qui sont responsables d'une insuffisance rénale modérée. Il a pour autre antécédent une forte baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche suite à un épisode d'œil rouge et douloureux pour lequel il n'a pas consulté 2 ans auparavant. Il ne prend aucun traitement. Donc un homme jeune, antillais, qui a une paralysie faciale. Première chose, quels sont les symptômes qui vous orientent vers le caractère périphérique d'une paralysie faciale? C'est une question de cours, de sémiologie, qui est très simple, qu'il faut que vous connaissiez. Donc, ceux qui orientent vers une paralysie faciale périphérique, c'est lorsqu'on a une paralysie qui atteint à la fois le territoire supérieur et le territoire inférieur du visage. Les paralysies faciales centrales n'atteignent que la partie inférieure du visage. Ensuite, on a quelques signes spécifiques, donc il faut connaître le nom. Le signe de Charles Bell. Signe de Charles Bell, c'est il est impossible de fermer l'œil du côté de la paralysie faciale périphérique, et on voit que l'œil, enfin la rétine, la pupille, se porte en haut et en dehors. Deuxième signe à connaître, le signe des cils de Souque. Lorsque le patient ferme les paupières de façon forcée, les cils apparaissent plus longs du côté pathologique, puisqu'il ferme l'œil moins fort. Ensuite, on a les symptômes qui sont les signes négatifs. Une paralysie faciale centrale se caractérise notamment par une dissociation automatico-volontaire. Et lors d'une paralysie faciale périphérique, on n'a pas de dissociation automatico-volontaire, même lorsqu'il s'agit de mimique ou de motricité faciale involontaire. Il n'y a aucun mouvement du côté de la paralysie faciale périphérique. Deuxième question. Votre externe vous demande de lui lister les causes des paralysies faciales périphériques. Que lui répondez-vous? Donc, les causes des paralysies faciales périphériques. Nous avons beaucoup de causes. La cause idiopathique, qui est une des causes les plus fréquentes, mais qui est un diagnostic d'élimination, il s'agit de la paralysie faciale a priori. Ensuite, il faut rechercher toutes les causes de paralysie faciale secondaires. On a des causes infectieuses, des causes tumorales, des causes traumatiques. Parmi les causes infectieuses, il faut rechercher le VIH, la maladie de Lyme, ou essentiellement l'herpès, ou les virus du groupe herpès. Ce sont des virus qui peuvent déclencher des paralysies faciales, qui peuvent être révélés par une paralysie faciale. On peut avoir des causes bactériennes avec des méningites tuberculeuses, à l'hystéria, complications d'une otite moyenne. Mais retenez essentiellement VIH, Lyme et herpès. Ensuite, on peut avoir des maladies inflammatoires qui sont responsables de paralysie faciale, notamment le diabète avec la neuropathie diabétique, la sarcoïdose, le syndrome de Guillain-Barré, une sclérose en plaques, des porphyries, des vascularites. J'insiste surtout sur le diabète. Ensuite, on a des causes traumatiques. On peut atteindre, détruire le nerf facial lors de plaies de la face ou plaies de la parotide, puisque le nerf facial passe dans la glande parotide, lors de traumatisme du rocher. Ensuite, on a des causes tumorales, les tumeurs de la parotide ou le neurinome du nerf facial, ou encore le cholestéatome qui peut progresser et venir léser la 7e paire de nerfs crâniens. On a des causes vasculaires, les accidents vasculaires du tronc cérébraux, qui peuvent être responsables de paralysie faciale périphérique. On a des causes toxiques, notamment les intoxications au plomb. Donc retenez paralysie faciale idiopathique, infectieuse, avec le VIH, la tuberculose, le VIH, la maladie de Lyme, l'herpès, des causes inflammatoires ou de maladies de système, notamment le diabète ou la sarcoïdose, des causes traumatiques, des causes tumorales, notamment la parotide, des causes vasculaires, des causes toxiques. Troisième question. Un bilan minimal est réalisé aux urgences. On retrouve une hémoglobine normale, un taux de leucocytes normaux, mais un taux de lymphocytes bas, donc une lymphopénie, taux de plaquettes normal, natrémie, kaliémie normaux, glycémie normale, CRP normale. Votre conclusion est une paralysie faciale affrigorée. Comment allez-vous traiter une paralysie faciale affrigorée? Donc c'est un traitement qui est assez standardisé. C'est un traitement ambulatoire. On met une corticothérapie à visée anti-inflammatoire à forte dose pendant 8 jours, puis stop.
Certains proposent un traitement vasoactif dont l'efficacité est discutée. Et il est souvent proposé un traitement antiviral par valacyclovir dans l'idée de combattre les virus du groupe herpès qui peuvent être responsables de paralysie faciale à frigorée. Ensuite, ce qui est essentiel de retenir, c'est le traitement symptomatique de la paralysie faciale à frigorée. Les points essentiels sont la kinésithérapie faciale pour récupérer la motricité perdue, l'orthophonie pour éviter tous les problèmes du langage et tous les problèmes orthophoniques qui peuvent être consécutifs à une paralysie mal traitée, et puis tous les soins oculaires, parce que paralysie faciale périphérique veut dire un œil qui ne se ferme plus, veut dire un œil qui peut s'irriter, qui peut être lésé, qui peut être asséché et abîmé. Donc les collyres et larmes artificielles, les pommades à la vitamine A et l'occlusion palpébrale nocturne pour que l'œil soit protégé pendant la nuit. Il faut éduquer et informer le patient sur sa maladie, sur la nécessité essentiellement d'une kinésithérapie et de soins ophtalmiques, et il faut surveiller le patient. En général, on lui propose une consultation ORL dans les jours qui suivent la consultation aux urgences, et en cas de persistance, on peut faire un électromyogramme pour rechercher une cause neurologique, une lésion de la 7e paire de nerfs crâniennes. Quatrième question. Le patient vous demande s'il risque quelque chose. Quelles complications peuvent survenir suite à une paralysie faciale périphérique? Donc, suite à une paralysie faciale périphérique, on a différents types de complications. Des complications oculaires, des complications motrices, des complications esthétiques. Les complications principales sont les complications oculaires. L'œil n'étant plus protégé par la paupière, il peut s'assécher, on peut avoir des conjonctivites, des atteintes de la cornée avec des kératites ou un ulcère cornéen qui peut aboutir à la cécité. Ensuite, on a des complications motrices, un déficit moteur facial persistant, des rétractions musculaires, d'où des problèmes esthétiques et des problèmes ophtalmologiques, des problèmes de motricité faciale. On peut avoir ce qu'on appelle des syncinésies faciales. Il s'agit de contractions désordonnées, involontaires, non voulues par le patient, qui surviennent à l'occasion de mouvements volontaires. Et puis on peut avoir des spasmes, des contractures. Ensuite, on peut avoir des complications sensorielles. C'est ce qu'on appelle le syndrome des larmes de crocodile. Syndrome des larmes de crocodile, lorsque les fibres qui ont été coupées par la paralysie faciale ou qui ont été détruites, qui sont habituellement à destinée salivaire, repoussent, elles repoussent vers l'œil, vers la glande lacrymale. Ce qui fait que lorsque le patient est dans une situation où il devrait saliver, son œil pleure. Donc avant un repas copieux, il pleure, ce qu'on appelle le syndrome des larmes de crocodile. Et puis enfin, on a des complications esthétiques et psychologiques, vu les troubles engendrés par la paralysie faciale. Cinquième question. Vous perdez de vue votre patient qui doit être revu par un ORL et réaliser un bilan audiométrique. Quelques mois plus tard, il vous est amené par son épouse de retour de vacances à la Martinique pour des douleurs lombaires gauches intenses, paroxystiques qui radient vers les organes génitaux. Vous examinez le patient et concluez un nouvel épisode de colique néphrétique. Votre interrogatoire retrouve également des douleurs des chevilles, insomniantes, d'horaires inflammatoires qui évoluent depuis quelques jours et une notion de malaise il y a quelques jours. Votre examen clinique est sans particularité à l'exception d'adénopathie centimétrique cervicale et épitrochléenne. La bandelette urinaire retrouve une leucocyturie, une hématurie. Le CBU ne montre pas d'infection. Vos examens complémentaires retrouvent un taux d'hémoglobine normal, un taux de globules blancs légèrement bas avec essentiellement une lymphopénie, un taux de plaquettes normal, un ionogramme sans particularité, une créatininémie un petit peu élevée, ce qui correspond à une insuffisance rénale modérée avec un DFG à 57 ml par minute, et une protidémie normale, une calcémie à 2,7 mmol avec une calciurie élevée, SRP est normale. Une radiographie d'abdomen sans préparation montre une image calcique projetée au niveau de l'urtère gauche, et l'échographie rénale et de voie urinaire retrouve une dilatation pyélocalicielle à gauche, avec mise en évidence d'une lithiase. Donc la question est, quelle est votre prise en charge thérapeutique des premières heures chez ce patient? Donc on a un homme jeune,
qui présente un nouvel épisode de colique néphrétique et qui présente essentiellement à sa biologie une hypercalcémie. Donc la première chose, l'urgence, c'est de traiter l'hypercalcémie, parce que c'est un trouble métabolique qui peut rapidement se compliquer, notamment de troubles du rythme cardiaque, et qui peut être fatal. Donc c'est un patient, il a fait un épisode de malaise, il a une hypercalcémie, c'est une urgence. Prendre en charge l'hypercalcémie, il faut d'abord réaliser un ECG à la recherche de signes d'hypercalcémie, puis l'hospitaliser en soins intensifs ou en réanimation. Là, le patient devrait être scopé, avoir 2 voies veineuses périphériques de bon calibre, et il pourra être traité pour son hypercalcémie. Le traitement de l'hypercalcémie, c'est avant tout une réhydratation abondante. Le fait d'hydrater le patient va permettre la correction de la calcémie, et c'est le traitement le plus efficace et le moins iatrogène pour traiter une hypercalcémie. On pourra ensuite rajouter des biphosphonates ou de la calcitonine afin de diminuer la calcémie. En cas de besoin, on pourra mettre des diurétiques de Lens qui font baisser la calcémie. Cependant, il ne faut pas les donner immédiatement parce qu'un patient en hypercalcémie a tendance à se déshydrater, à avoir une diurèse abondante, et les diurétiques de Lens sur un patient déshydraté peuvent avoir des conséquences déplorables sur le plan de la fonction rénale. En dernier recours, en cas d'échec ou en cas d'hypercalcémie menaçante, on aura recours à l'épuration extra-rénale. Ensuite, deuxième chose dans la prise en charge de ce patient en urgence, c'est de traiter sa colique néphrétique. Colique néphrétique, c'est avant tout un traitement symptomatique. Il s'agit d'une pathologie très douloureuse. Donc le traitement symptomatique, il s'agit d'antalgiques qui sont adaptés à la douleur. On aura très rapidement recours aux morphiniques étant donné l'intensité de la douleur. Ensuite, il s'agit d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et de médicaments antispasmodiques comme le Spasfon. Les apports hydriques devront être adaptés en fonction de la douleur, c'est-à-dire un patient qui urine, qui est peu douloureux, pourra boire. Un patient qui n'urine plus et qui est très douloureux parce que les urines sont complètement bloquées devrait être placé en restriction hydrique pour ne pas dilater encore plus les cavités pyélocalicielles. Il faut expliquer au patient qu'il doit filtrer les urines, ce qui permettra de récupérer le calcul et d'en faire l'analyse morpho-constitutionnelle par spectrophotométrie infrarouge afin de trouver le type de calcul pour envisager une recherche étiologique et une correction de facteurs métaboliques qui peuvent favoriser tel ou tel type de lithiase. Ensuite, le patient, pour sa colique néphrétique, peut nécessiter une prise en charge urologique qui sera urgente en cas de fièvre, d'anurie ou de douleur résistante aux antalgiques. Ça pourrait être de la lithotritie extracorporelle, une extraction du calcul par urtérostomie, une sonde double J ou une néphrostomie percutanée. Enfin, c'est un patient qui va être hospitalisé, donc qui va être alité, qui est à risque thrombotique, pensez à l'anticoagulation préventive, et c'est un patient qui devrait être surveillé pour suivre l'efficacité et la tolérance du traitement. Du coup, ouais. C'est la sonnerie qui déchire tout. Tu me dis quand je peux reprendre. Hop. Donc la 6e question. L'évolution aux urgences est favorable. Votre patient est transféré en médecine interne pour poursuivre la prise en charge. Vous réalisez un ECG et vous observez l'aspect suivant. Alors, le patient syncope et vous retrouvez cet électrocardiogramme. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cet électrocardiogramme? On a une bradycardie. Nous n'avons pas d'onde P avant chaque complexe QRS. Donc, il ne s'agit pas d'un rythme sinusal. Il s'agit donc d'une bradycardie non sinusale régulière. L'axe est gauche. Le QRS est fin. Il n'y a pas d'onde Q, pas d'hypertrophie ventriculaire. Le segment ST n'est pas décalé. Les ondes T sont normales. Et ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une dissociation atrioventriculaire. Donc, on a les atriums qui donnent des ondes P à intervalles réguliers. Sur le D2 long, on les voit très bien.
et qui sont totalement dissociés de l'activité ventriculaire, donc des complexes QRS, qui ont leur propre fréquence. Donc, cet ECG, il s'agit donc d'un ECG régulier, non sinusal, une dissociation atrioventriculaire, une bradycardie à 40 par minute. Les QRS sont normaux. Il s'agit donc d'un bloc atrioventriculaire complet. C'est un BAV du 3e degré. Donc, 7e question, quelle pathologie de fond évoquez-vous et sur quels arguments? Donc, on a un patient d'origine antillaise qui présente des douleurs articulaires, une paralysie faciale, une hypercalcémie compliquée de colique néphrétique et des troubles de la conduction cardiaque avec un bloc atrioventriculaire du 3e degré. Que devez-vous évoquer? Il faut, devant ce tableau, penser à la sarcoïdose. La sarcoïdose de forme extrathoracique en poussée. Alors, quels sont les arguments pour ce diagnostic de sarcoïdose? Le terrain, le fait qu'il s'agit d'un sujet jeune. L'origine antillaise, qui est très évocatrice, et je dirais plus en cas clinique qu'en pratique, parce que chez les Antillais, la sarcoïdose est plus fréquente et plus grave, donc c'est très fréquent que vous ayez des sujets d'origine antillaise dans un cas clinique de sarcoïdose. Ensuite, en termes d'antécédents, il a une notion d'œil rouge et douloureux 2 ans auparavant, ce qui peut évoquer une uvéite. Il a une atteinte neurologique périphérique avec la paralysie faciale périphérique et une atteinte métabolique avec l'hypercalcémie et hypercalciurie qui, c'est compliqué, de colique néphrétique. L'histoire du patient est très évocatrice vu que le patient fait une poussée de sa maladie au retour de vacances à la Martinique. Donc a priori, une poussée qui pourrait être déclenchée par l'exposition solaire. L'exposition solaire qui favorise l'hypercalcémie dans le cadre d'une sarcoïdose. Ensuite, les arguments cliniques pour une sarcoïdose, il s'agit des adénopathies, notamment la topographie épitrochléenne, qui est très évocatrice de sarcoïdose, les arthralgies et la pathologie cardiaque, les troubles de la conduction cardiaque avec un bloc atrioventriculaire complet. Sur le plan paraclinique, on a une hypercalcémie et surtout une hypercalciurie qui est fréquente et évocatrice de sarcoïdose. Retenez que l'hypercalcémie est présente dans environ 10% des sarcoïdoses, là où l'hypercalciurie est beaucoup plus fréquente, entre 20% et 30% des sarcoïdoses. Et une augmentation de la calciurie est un signe de rechute ou de poussée de la maladie chez un patient atteint d'une sarcoïdose suivie au long cours. Ensuite, la lymphopénie à la numération formule sanguine, qui est un signe non spécifique évocateur de nombreuses maladies de système, notamment un lupus, une sarcoïdose ou bien d'autres pathologies. Et l'hypergammaglobulinémie polyclonale à l'électrophorèse des protéines, qui est également un signe non spécifique évocateur, entre autres, de pathologies inflammatoires. Question 8. Quels examens complémentaires demandez-vous à visée diagnostique et quel examen vous permettra une certitude diagnostique? Donc, pour corroborer votre diagnostic de sarcoïdose, il faut que vous demandiez divers examens. L'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui va être élevée dans une sarcoïdose et qui va augmenter lors des poussées de sarcoïdose. Attention, c'est un examen qui n'est ni sensible ni spécifique. On peut avoir une sarcoïdose avec une enzyme de conversion normale, on peut avoir une enzyme de conversion élevée sans sarcoïdose. C'est un argument, mais ça ne fait en rien le diagnostic. On peut demander l'intradermoréaction à la tuberculine pour éliminer une tuberculose, mais dans le cadre d'une sarcoïdose extrathoracique, ça a peu d'intérêt. Mais surtout, une tuberculose, une sarcoïdose, donne une anergie tuberculinique, c'est-à-dire que l'IDR va être extrêmement bas. Ensuite, on va donner la calcémie, la calciurie, éliminer une tuberculose par la recherche de tuberculose avec des BK crachats, des BK tubages 3 jours de suite, la fibroscopie bronchique et le lavage broncho-alvéolaire éventuellement, les sérologies VIH avec l'accord du patient. On aura ici non spécifique de sarcoïdose que nous avons vu précédemment. Et on aura tous les arguments à l'imagerie. Pour une sarcoïdose, la radiographie thoracique est un examen essentiel pour rechercher des adénopathies médiastinales ou un syndrome interstitiel. On aura recours également au scanner thoracique,
pour rechercher ce syndrome interstitiel ou cette fibrose. Et dans le cadre de ce patient qui présente une atteinte cardiaque avec une anomalie de la conduction, il faut réaliser une échographie cardiaque, au moins par voie transthoracique, afin de rechercher si on a une anomalie anatomique, morphologique, cardiaque qui explique ces troubles de la conduction. Ensuite, outre la biologie et l'imagerie, on peut avoir recours à d'autres examens. Dans une sarcoïdose, il faut toujours réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires avec des LCO, ce qui va permettre aux épreuves fonctionnelles respiratoires de rechercher un syndrome restrictif et aux DLCO, donc aux épreuves de diffusion du monoxyde de carbone, une altération de la membrane alvéolo-capillaire avec une diminution des échanges gazeux. Ensuite, il faut absolument parler de fibroscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire. Dans une sarcoïdose, essentiellement dans une sarcoïdose de forme thoracique, on aura un lavage broncho-alvéolaire qui sera très évocateur. Il s'agit d'une alvéolite lymphocytaire, un LBA normal à peu près 85% de macrophages et à peu près 10% de lymphocytes. Là, on aura une hyperlymphocytose, mais moins de 50% des cellules du LBA. Et ce sera une alvéolite lymphocytaire qui prédomine à CD4, contrairement à d'autres pathologies. Par exemple, une alvéolite allergique extrinsèque, ce sera une alvéolite lymphocytaire, mais avec énormément de lymphocytes, plus de 50% des cellules, et qui prédominera à CD8. Ensuite, dans le cadre de ce patient, on peut réaliser d'autres examens, une ponction lombaire pour rechercher une méningite lymphocytaire qui est un signe non spécifique, mais qui corroborera le diagnostic de pathologie inflammatoire dans le LCR, ce qui ira tout à fait avec une neurosarcoïdose. La consultation ophtalmologique pour rechercher des séquelles d'uvéite, ce qui corroborera le diagnostic de sarcoïdose. Ensuite, quel examen va permettre la certitude diagnostique? Eh bien, dans la sarcoïdose, c'est l'histologie qui permet la certitude diagnostique, en mettant en évidence un granulome épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose caséeuse. J'insiste sur le sans nécrose caséeuse, parce que c'est ce qui fait la différence avec une tuberculose. Alors, c'est l'histologie qui fait le diagnostic, et non la fibroscopie bronchique ou une biopsie, quelque chose. Quelle que soit la biopsie que vous réalisez, on peut avoir un diagnostic de sarcoïdose. Il faut biopsier toute atteinte clinique de sarcoïdose, en privilégiant les biopsies qui sont les plus simples, les moins invasives et les moins dangereuses. Donc, si possible, une biopsie cutanée, une biopsie des glandes salivaires accessoires, qui est quelque chose de facile, avec une forte sensibilité, une biopsie d'adénopathie périphérique, une biopsie bronchique, une biopsie par voie de fibroscopie bronchique, ou des biopsies ganglionnaires, des biopsies hépatiques, enfin une biopsie de toute atteinte de la sarcoïdose peut permettre son diagnostic, mais j'insiste, ne soyez pas focalisés uniquement sur la biopsie bronchique, mais pensez aux arguments plus simples, aux biopsies cutanées, aux biopsies des glandes salivaires, notamment, qui sont des sites facilement accessibles et à forte rentabilité diagnostique dans la sarcoïdose. 9e question. Vous réalisez une radiographie thoracique qui est la suivante. Interprétez-la. Et cela remet-il en cause votre diagnostic? Donc, cette radiographie, comment l'interpréter? D'abord, il s'agit d'une radiographie thoracique, debout, puisqu'on a la poche à air gastrique, de face, puisque on est à équidistance du milieu au niveau des clavicules, en inspiration, puisque le 6e arc costal antérieur vient couper le diaphragme en son milieu, et de bonne qualité, puisque on voit la trame vasculaire jusqu'à peu près 1 cm de l'extrémité des poumons. Ensuite, comment l'interpréter? Première chose, y a-t-il une atteinte pariétale? On regarde les parois, on n'en voit pas. Deuxième chose, y a-t-il une atteinte médiastinale, un syndrome hilaire ou médiastinal? Ici, on a des contours du médiastin qui sont normaux, on n'a pas cette atteinte. Troisième chose, y a-t-il une atteinte cardiaque? On a une silhouette cardiaque qui est normale, un index cardiothoracique qui est inférieur à 1,5. Troisième chose, y a-t-il un syndrome pleural, donc une pleurésie ou un pneumothorax? Ici, il n'y en a pas.
Quatrième chose, y a-t-il un syndrome alvéolaire ou un syndrome interstitiel? Ici, il n'y en a pas. Donc, il s'agit d'une radiographie qui est strictement normale. Pas de syndrome pariétal, pas d'anomalie cardiaque, pas de syndrome médiastinal, pas de syndrome pleural, parenchyme normal. Est-ce que cela remet en cause votre diagnostic? Non. On peut avoir une sarcoïdose sans atteinte thoracique. 80% des sarcoïdoses ont une atteinte thoracique. Pour la moitié des cas, il s'agit d'une atteinte thoracique isolée. Pour l'autre moitié des cas, il s'agit d'une atteinte thoracique associée à des atteintes extrathoraciques. Mais retenez que 20% des sarcoïdoses peuvent être uniquement extrathoraciques. Alors, 10e et dernière question, quelle va être votre prise en charge thérapeutique globale? Donc, chez ce patient, il s'agit d'une urgence parce qu'il présente différentes pathologies et notamment un trouble du rythme, un trouble de la conduction cardiaque accompagné d'une syncope, donc quelque chose qui est à risque de mort subite, qui doit être pris en charge en urgence. C'est un patient qui devrait être hospitalisé en soins intensifs parce que le bloc atrioventriculaire doit être scopé et surveillé en permanence. Il faut traiter sa sarcoïdose. Le traitement étiologique de la sarcoïdose, il s'agit essentiellement d'une corticothérapie avec un traitement d'attaque, puis un traitement d'entretien avec une décroissance progressive. La corticothérapie n'est pas indiquée dans toute sarcoïdose, mais est indiquée dans toute sarcoïdose avec des atteintes graves. Ici, on a un patient qui en a plusieurs indications. Il a l'atteinte cardiaque, qui est une atteinte grave. Il a également l'atteinte métabolique, avec l'hypercalcémie, et l'atteinte neurologique, avec la paralysie faciale. Ce qui lui fait 3 bonnes raisons d'être traité par corticothérapie. Quand on met une corticothérapie, il ne faut jamais oublier les mesures associées. Mesures associées qui sont vraiment essentielles pour favoriser la tolérance du traitement, éviter la iatrogénie et favoriser l'observance du traitement, parce qu'un traitement mieux toléré sera mieux pris par le patient. Donc un régime sans sel, pauvre en graisse, pauvre en sucre rapide, riche en protéines, une supplémentation en potassium, discuter des biphosphonates pour protéger l'os. Ensuite, c'est dans le cas d'une sarcoïdose, il ne faut surtout pas supplémenter systématiquement en vitamine D et en calcium. Pourquoi? Parce que la sarcoïdose peut se compliquer d'hypervitaminose D et d'hypercalcémie, et supplémenter en vitamine D et en calcium une hypercalcémie peut être extrêmement iatrogène et met en danger votre patient. Donc une sarcoïdose ne doit pas être supplémentée en vitamine D et en calcium, contrairement aux mesures associées dans les corticothérapies standards. Il faut surveiller la calcémie et supplémenter si besoin, ne pas supplémenter si ce n'est pas nécessaire. Ensuite, une corticothérapie chez un patient d'origine antillaise ou africaine doit vous faire penser à éradiquer l'anguillulose. C'est une parasitose qui est assez fréquente, peu symptomatique, qui peut devenir grave dans un contexte de corticothérapie. Il faut éduquer le patient. Il ne doit jamais arrêter brutalement les corticoïdes. Et puis, il faut aussi traiter ce patient. Donc, on a traité la sarcoïdose. Il faut traiter les différentes atteintes. Il a une paralysie faciale périphérique. Pensez aux soins ophtalmologiques, occlusion palpébrale, lunettes de protection, pommade à la vitamine A, larmes artificielles. Kinésithérapie faciale, orthophonie. Ensuite, il a un trouble de la conduction cardiaque grave. Il faut essayer d'accélérer le cœur avec de l'atropine, de l'isoprénaline ou, si besoin, une stimulation œsophagienne ou une sonde d'entraînement électrosystolique. Ensuite, à distance, on surveillera ce trouble de la conduction cardiaque. Si, sous traitement par corticoïdes, on a une récupération rapide d'un rythme cardiaque normal, on pourra peut-être éviter un pacemaker. Mais si le bloc persiste, le patient devra bénéficier d'un pacemaker. Ensuite, le patient présente une hypercalciurie avec des lithiases récidivantes. Donc, pour prévenir les récidives de lithiase, il faut l'hyperhydrater, lui expliquer qu'il doit boire abondamment et limiter son alimentation en calcium. Ensuite, c'est un patient qui présente des arthralgies, donc pensez au traitement symptomatique, la glace, les antalgiques, la kinésithérapie. Mesures associées de la sarcoïdose. Il faut absolument éviter l'exposition solaire, surtout chez ce patient, car l'exposition solaire a déclenché une poussée de sa maladie, en favorisant la production de vitamine D et l'hypercalcémie.
Il faut arrêter le tabac, car c'est un patient qui fume, et proposer une aide au sevrage. Et dans le cadre d'une maladie chronique, comme la sarcoïdose, il faut faire une déclaration d'affection longue durée pour que le patient soit pris en charge à 100% sur le plan financier. C'est un patient qu'il faudra également surveiller. Donc, en conclusion, retenez de ce cas clinique les orientations diagnostiques devant une paralysie faciale, les orientations diagnostiques devant une hypercalcémie, les orientations diagnostiques devant ces différents symptômes. Retenez que la sarcoïdose est une maladie qui peut être exclusivement extrathoracique, parfois extrathoracique. Retenez la variété des symptômes possibles dans la sarcoïdose. Retenez plusieurs éléments. Attention à l'hypercalcémie dans la sarcoïdose, donc ne pas supplémenter en vitamine D et en calcium. Pensez à éviter le soleil. Et puis, donc pensez, c'est une sarcoïdose. Le diagnostic, c'est les biopsies, mais biopsies de n'importe quelle atteinte clinique et pas uniquement quelque chose de bronchique. Enfin, retenez la variété des atteintes possibles dans la sarcoïdose, retenez quelques spécificités du traitement et n'oubliez pas les quelques pièges à éviter. Voilà. Donc, nous avons fini avec le 3e cas clinique.